On va maintenant passer au deuxième panel, si vous le permettez. Comment le secteur privé peut-il contribuer à une émergence inclusive? Et je vais appeler à nous rejoindre sur la scène Monsieur Hakim Steiner, administrateur du PNUD, Monsieur Hans-Peter Lanks, vice-président de l'AFC, le sultan Ahmed bin Sulayem, CEO de DP World, et Monsieur Salaheddin Mezouar, président du CGEM au Maroc. Je vous remercie de les applaudir très fort, s'il vous plaît. Bonjour, comment allez-vous? Je m'adresse en français du coup, qu'importe. Je vous pose les questions comme vous voulez. Français ou en anglais, vous choisissez. D'accord. Bonjour. Alors, vous êtes là, il me semble, ici. Mesdames et messieurs, je vais vous inviter à vous rasseoir car on va commencer ce deuxième panel. Qui, comme je le disais, porte sur la façon dont le secteur privé peut contribuer à une émergence inclusive sur le continent. Alors, je vais commencer par donner la parole au sultan Ahmed bin Sulayem, CEO de DP World, une entreprise basée aux Émirats Arabes Unis et qui a des antennes un peu partout en Afrique. Monsieur le Sultan, je vous remercie d'être parmi nous aujourd'hui. En tant que leader et PDG d'une société multinationale qui opère en Afrique, je voudrais que vous partagiez avec nous certains aspects qui sont relatifs à l'émergence du continent et comment le secteur privé peut contribuer à une émergence inclusive selon vous. Je vous remercie. Tout d'abord, je voudrais remercier le président Macky Sall pour l'organisation et je suis très honoré de participer à cette session. L'Afrique est une région qui probablement a la croissance économique la plus forte à travers le monde. Et il y a beaucoup d'opportunités qui existent en Afrique. Ce qui manque malheureusement sont les infrastructures, ce qui ne permet pas à l'Afrique de capitaliser et de pouvoir profiter de ces opportunités. Les infrastructures ont besoin d'investissements et les investissements ont besoin de capitaux et les capitaux n'arrivent pas toujours. Il y a beaucoup de capitaux relativement aux infrastructures. Et il est important, après la crise, que plusieurs fonds vont vers les infrastructures. Les investissements dans les infrastructures sont assez fréquentes parce que cela permet de pouvoir faciliter les services et l'accès aux services. Ce qui empêche les capitaux de pouvoir parvenir à l'Afrique, il y a deux obstacles. Le manque de gouvernance et aussi le défaut de transparence. Ceci est une difficulté majeure en Afrique. Et heureusement, de nos jours, il y a des pays émergents qui ont une bonne gouvernance. Nous avons travaillé au Sénégal lorsque la gouvernance avec un processus démocratique, le président Macky Sall est arrivé et rien n'a changé pour nous. Et cela nous a donné la confiance. Il en va de même pour le Rwanda. Il y a des pays émergents en Afrique présentement qui sont intéressés à montrer que leurs pays sont des pays qui sont basés par la gouvernance, qui sont basés sur la gouvernance et la transparence. Et donc, maintenant, il faut savoir comment est-ce qu'on peut travailler sur ces opportunités en Afrique. Nous avons besoin de travailler sur ce qui s'est fait à Dubaï. On a des projets majeurs, c'est-à-dire un port, un parc industriel, un parc logistique. Et ceci est extrêmement important.
c'est ce qu'on essaie de construire au Sénégal et c'est le concept qu'on a développé dans la République dominicaine, en Égypte et dans d'autres pays. Idem aussi pour le Mozambique et au Rwanda. En fait, vous n'avez pas besoin, malheureusement, des ports, mais vous devez aussi créer des emplois pour les populations. Aussi, on est en train de travailler actuellement sur un port sec au Mali afin de pouvoir continuer à travailler avec le Sénégal. On doit travailler aussi sur une bonne connectivité. On doit aussi lever les barrières tarifaires. En Afrique, présentement, les tarifs représentent 50% de plus de ce qui se passe en Amérique latine. Et c'est la raison pour laquelle il y a très peu de commerce interafricain. Et nous devons améliorer le niveau d'éducation. Ceci est extrêmement important de nos jours. Les emplois dont nos enfants bénéficieront sont extrêmement différents des emplois existants de nos jours parce qu'on est à un âge digital. Et vous voyez, en Afrique actuellement, seul 1% des étudiants auront l'expertise dans le domaine digital, dans le domaine numérique. Il y a beaucoup de technologies. De nos jours, même un pays comme le Japon ne fabrique plus les télévisions. C'est plutôt des machines qui les font. Le monde est en train de changer et nous devons nous adapter. Nous pensons que l'Afrique est un continent viable, c'est un domaine un continent dans lequel nous devons continuer à investir. Et cela montre notre capacité à pouvoir lever beaucoup d'obstacles relativement à la chaîne d'approvisionnement. Vous avez des pays qui sont fermés, où il y avait 200 millions de personnes qui payent beaucoup d'argent afin de pouvoir accueillir des cargos. Par exemple, pour le Rwanda, par exemple, lorsque vous souhaitez envoyer des conteneurs de Mombasa à Dar es Salaam, c'est 5 000 à 6 000 $, alors que du port de Mombasa à Dar es Salaam, c'est 5 à 6 000 $ pour pouvoir toucher le Rwanda. Et dans certains pays, même, c'est 10 000 $. Et ça, c'est un obstacle pour ce pays. Et en conséquence, les exportations sont très limitées. Il y a un problème aussi pour la sortie des pays des produits agricoles. Nous sommes venus avec une expérience. Nous avons développé notre économie, nous avons développé notre port, nos infrastructures et nous avons invité les investissements étrangers. Mais de façon plus importante, nous nous assurons qu'il y a une transparence et une bonne gouvernance. La loi s'applique à tout le monde et elle est la même pour tout le monde. Et personne n'est au-dessus des lois et cela permet de sécuriser les investisseurs. J'ai écouté le Premier ministre de la Côte d'Ivoire qui a dit que nous devons encourager les investisseurs pour venir en Afrique et pour développer nos économies. Il faut pouvoir attirer les investissements, les capitaux étrangers. Tant qu'on a une plateforme qui permet de protéger tout le monde, tout un chacun, tout le monde va pouvoir investir sur une même base. La loi s'applique, elle est la même pour tout le monde. Et cela permet à tout un chacun de pouvoir opérer sur une base libre. Et cela permet de pouvoir attirer les capitaux étrangers. En fait, on se rend compte que le type d'activité à Dubaï, il y a cela 10 ans, est différent de l'activité de nos jours parce qu'on a appris de nouvelles technologies et on essaie de les appliquer. Je vous remercie. Aux différents points que vient d'évoquer le CEO de DP World, qui a parlé de gouvernance et de transparence qui sont essentiels en Afrique, qui vont permettre aux investissements étrangers d'arriver en force et surtout de pérenniser les entreprises qui travaillent donc, dans ces différentes compagnies africaines, y compris les multinationales. Qu'est-ce qu'on peut répondre en tant que leader du Sénégal et leader africain à cette recommandation, à ces conseils ou plutôt à ces préconisations du CEO de DP World? Je vous remercie. Alors, je voudrais effectivement saluer les panélistes, venus de nos amis de l'AFC, Sultan Ben Sulayem, ainsi que mon collègue, le Premier ministre de Malaisie. Ce que le CEO de DP World a dit est vrai.
Et nous avons expérimenté un changement de régime, puisqu'ils sont venus au Sénégal avant mon avènement à la tête du pays, avec une concession qui durait, je crois, 25 ans de gestion du port de Dakar. Et surtout, il y avait des engagements à investir pour un port du futur lorsque le trafic du port actuel dépasserait un certain seuil, un certain volume de PV. Et aujourd'hui, non seulement avec le changement de régime, il y a eu la consolidation de la présence de DP World et nous avons travaillé avec eux sur le passage de cet engagement qui était déjà dans l'appel d'offres au départ. Et ils vont réaliser un nouveau port en eau profonde, donc le port de Ndayan, et nous travaillons. Donc la stabilité, non seulement institutionnelle à l'échelle du pays, est essentielle, mais la stabilité également des contrats entre le pays et le secteur privé participe à développer la promotion de l'investissement privé. Et il est évident que les investissements publics ne peuvent pas satisfaire à la fois les demandes basiques, les demandes vraiment vitales du pays en matière de santé, d'éducation, puisqu'il faut former la jeunesse, il faut soigner les populations, il faut faire les routes, les dépenses de sécurité qui sont aussi essentielles. Si nous voulons que les services se développent, il faut que cela se fasse à travers le secteur privé. Et il faut bien sûr une bonne combinaison entre secteur privé national et secteur privé international. Là aussi, dans les perspectives, il y a toujours une part de pourcentage qui est réservée au secteur public, au secteur privé national. Déjà, dans la concession de Dubai Port, il y avait en principe 25%, donc 10% pour l'État et une quinzaine de pourcents qui étaient réservés au secteur privé. Nous pourrons monter un peu plus pour l'avenir. Et déjà, nous avons envoyé une nouvelle loi à l'Assemblée nationale dans le cadre de la perspective pétrole et gaz, de ce que l'on appelle le contenu local. Et dans ce contenu local, le législateur va définir les secteurs dans lesquels, qui sont des secteurs de soutien, des secteurs d'accompagnement, des secteurs parapétroliers, où l'État, le secteur privé national aura une obligation d'avoir un certain niveau d'investissement. Donc, la gouvernance, si on revient, et je me résume, la stabilité des contrats, la stabilité du pays, et bien sûr le transfert de technologie constitue des gages de succès pour avoir la présence de multinationales qui vont aussi faciliter les échanges, puisque par définition, s'ils ont un port sec à Bamako, ils sont dans le port de Dakar, ils pourront travailler avec nous sur la liaison ferroviaire qui doit permettre vraiment de faciliter les échanges entre le Mali et le Sénégal. Et l'Afrique a, de ce point de vue, besoin partout de corridors, que ce soit en Afrique de l'Est, le corridor nord-sud. Il faut que les pays africains échangent d'abord entre eux. Nous l'avons vu, c'est plus d'1 milliard d'habitants et de consommateurs, mais la difficulté, elle réside justement dans l'absence d'infrastructures de soutien au développement, dans l'absence de moyens de communication appropriés. Aujourd'hui, entre Bamako et Dakar, c'est près de 1000 camions par jour. C'est difficile. C'est une pollution, c'est des accidents, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas viable. Alors que nous avions un vieux chemin de fer que nous essayons de remettre à jour, il faut que le système de transport des marchandises, le système de transport des personnes et des biens puisse permettre justement le développement d'un commerce plus dynamique entre pays africains. Et cela, le secteur privé national comme international a toute sa place. Et nous sommes conscients du fait que l'emploi, c'est d'abord le secteur privé qui le crée, que l'entreprise a toute sa place dans le développement économique et social. Et donc, nous mettons en place des politiques de promotion et d'amélioration du climat des affaires afin de rassurer le secteur privé et de l'inciter à être présent en Afrique. Je vais donner à présent la parole à
Hakim Steiner, administrateur du PNUD, donc Programme national des Nations Unies pour le développement. La question de l'inclusivité, c'est une question qui concerne directement votre institution. Je m'adresse à vous en français, ça va, parce que je sais que vous êtes parfaitement bilingue. Alors, en tant que Programme des Nations Unies pour le développement, vous avez différents objectifs, des goals à atteindre pour 2030. En quoi est-ce que ces objectifs prennent en considération l'émergence inclusive? Merci beaucoup. Et permettez-moi de ne pas parler en français, mais je vais parler en anglais, ma langue de travail quotidienne, et je vais remercier le président Macky Sall pour avoir abrité cette conférence sur l'émergence en Afrique, qui est devenue une tradition. Et je vais remercier le président Ouattara qui a initié cette conférence il y a quelques années. Et c'est vraiment un honneur, un privilège de faire partie de cette conférence. Et j'ai beaucoup travaillé sur le continent africain, et très humblement et vraiment de façon très familière, j'ai appris beaucoup d'aspects sur le développement et sur un continent très divers. Et comme vous le savez, le PNUD a fait partie de l'Odyssée pour le développement des nations africaines, et dans ces 30, 40 dernières années. Et pour nous, cette discussion Excellence porte sur le futur du développement. Et j'étais très enthousiasmé par le premier panel, parce que cette énergie, ce sens des opportunités, ce sens aussi des opportunités manquées est très important, parce que ce n'est pas seulement pour l'Afrique, mais c'est pour l'Afrique qui va peut-être être porteuse de l'économie de l'avenir au cours des 30 dernières années. Vous m'avez demandé de parler des questions de l'inclusivité du secteur privé, et je vais commencer par dire que j'ai été très fasciné par le panel de ce matin, parce que le secteur privé est impliqué dans plusieurs domaines, et la plupart du temps, le secteur privé est perçu comme un ensemble de grandes entités. L'Afrique en tant que telle est un secteur privé, une économie du secteur privé. Il y a les agriculteurs qui nourrissent les populations. Il y a les autres secteurs des services. L'Afrique doit investir dans le développement du secteur privé. On a aujourd'hui entendu parler des investissements sur les infrastructures. Ce sont là les moteurs du développement, mais nous devons nous rappeler que le développement, c'est le fait de reconnaître ceux qui sont laissés en rade dans le processus de développement. La leçon qu'on a apprise ce matin, c'est que qu'on soit des sociétés riches ou bien des sociétés en émergence, si vous ignorez l'inclusivité, tôt ou tard, votre développement, processus de développement va imploser. Regardez un peu ce qui se passe un peu dans les pays développés actuellement. Ces économies sont en train de s'effondrer, non seulement à cause de crise économique. Vous avez vu les taux de chômage, et les économies ne se portent pas bien. Et pourtant, le consensus sur le processus de développement a été perdu. Et quand on ramène ça à l'Afrique, on parle d'intensification, d'accélération, ce qui est très important, parce que le développement est conçu et mené sur la base de consensus de développement. Et le président Sall a mentionné les innovations sur les infrastructures qui sont en cours au Sénégal. Et il y a un effort délibéré de faire en sorte, à partir du PIDC, que les parties les plus éloignées, les plus marginalisées, fassent partie du processus de développement. Et de là, on apprend beaucoup de choses, des leçons fascinantes. Si vous prenez le secteur de l'énergie, par exemple, on a entendu le président Mahathir dire ce matin que la bonne gouvernance est essentielle dans le processus de développement. Mais la bonne gouvernance est aussi importante dans la gouvernance réglementaire
et économique. Et il faut, si vous prenez tous nos pays, nous dépendons un peu des législations de la période postcoloniale et il nous faut essayer un peu pour essayer d'éclairer les populations africaines parce que dans la plupart des pays africains, les économies ont été ralenties parce qu'il n'y avait pas de cadre réglementaire. Et vous voyez, il y a des milliards de dollars qui sont investis dans le secteur connecté et le secteur hors connecté. Et il faut vraiment un cadre réglementaire qui attire les investisseurs pour électrifier le continent. Et Madame Royal l'a souligné aussi, les principaux défis auxquels font face le continent. Donc, il faut la technologie, le transfert de technologie aussi, mais ce n'est pas seulement la dépendance aux capitaux qui est essentielle, mais il faut vraiment se connecter au réseau électrique pour prétendre à un développement. L'autre chose, c'est la santé. Pour l'Afrique aujourd'hui, c'est un véritable défi de mettre sur pied la couverture maladie universelle. C'est vraiment un énorme défi. Et 40% des personnes qui échappent à la pauvreté retombent dans la pauvreté à cause des problèmes de santé dans leur communauté. Et j'ai eu à présider un forum sur l'assurance avec les compagnies d'assurance et les gouvernements. Et on s'est rendu compte qu'à partir de l'expérience qu'on peut engranger dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'énergie, etc., on peut vraiment essayer de régler tous les problèmes. C'est un raccourci. Et laissez-moi vous donner l'exemple de Nollywood, l'une des trois les plus importantes productions de cinéma de par le monde. Vous avez entendu parler de Bollywood, mais vous voyez, Nollywood, c'est une industrie basée sur la créativité et qui réussit au Nigeria parce que ils ont essayé de travailler à partir d'industries vraiment créatives, innovatrices. Et si on veut parler vraiment d'économie du futur dans le secteur financier, dans le secteur économique, par exemple, regardez le cas du Kenya, qui est très connu. Et cette avancée majeure avec le secteur privé a été basée sur la technologie. PESA, par exemple, c'est la banque centrale, le chef de PESA et le gouverneur de la banque centrale. Et on essaie de voir un peu comment essayer d'apporter des services à partir des téléphones intelligents et essayer de voir un peu comment avoir une inclusion dans la microfinance. Et donc, je vais terminer par dire que, comme mon collègue vient de le dire, accélérer la cadence. Ici, il faut essayer de voir les moyens pour parvenir au développement. Il faut essayer de voir comment travailler avec le secteur privé et il faut reconnaître que le secteur privé embrasse la majorité de la population africaine. Et par exemple, les chaînes de valeur qui sont faibles, qui peuvent être des problèmes pour l'Afrique. On injecte des centaines de millions de dollars dans l'économie africaine qui peuvent être investis dans les infrastructures et faire en sorte aussi que les gouvernements mettent sur pied et le secteur privé des plateformes qui sont beaucoup plus opérationnelles et essayer de voir comment on peut essayer de voir au cours des 6 prochains mois comment on peut mettre sur pied des technologies novatrices. Nous avons lancé une start-up appelée Impact et nous essayons de voir pourquoi les capitaux tardent à être bien utilisés en Afrique. Et nous essayons
aussi de voir comment les systèmes bancaires nationaux peuvent être mobilisés, parce que le futur du développement va être africain et va être dirigé par l'Afrique. Il y a eu des obstacles de par le passé et l'économie n'attend pas l'Afrique pour jouer ce rôle. Nous sommes en train de parler de l'émergence dans un contexte des réalités des politiques africaines. Et il faut utiliser le pluriel ici, qui est très essentiel, qui est très critique. Et encore une fois, merci beaucoup, Président. L'avenir, le futur appartient à l'Afrique. Merci beaucoup. Merci pour ces remarques. Je vais maintenant passer la parole à M. Langs. Comment vous appelez ça? Pouvez-vous nous parler des voies et moyens avec lesquels, à la Banque mondiale, vos services contribuent à une émergence beaucoup plus inclusive en Afrique? Je vous remercie. Je voudrais vous remercier, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre. C'est un honneur pour moi d'être parmi vous. J'ai été surpris de voir. Moi, je dois dire tout d'abord que je suis arrivé à Dakar en 1964. Ça a été et j'ai suivi l'évolution du Sénégal et l'évolution de la plupart des pays africains et depuis lors. Et c'est extraordinaire ce qui se passe chez vous, Monsieur le Président. En particulier, ce qui s'est passé, Monsieur le Président, sous votre présidence. C'est un continent extrêmement vaste, mais qui connaît un dynamisme extrêmement important. Nous travaillons dans les investissements en Afrique depuis 4 ans maintenant, dans un contexte de compact avec l'Afrique. Les pays qui travaillent dans le cadre de compact ont pu mettre en œuvre des réformes telles que le Sénégal, la Côte d'Ivoire. Ces ont pu attirer 40% d'investissements directs étrangers. L'Afrique de façon générale voit les investissements directs baisser, mais cela montre ce qui est possible lorsque vous êtes dans une voie de dynamisme vers le changement. Nous devons soutenir ce dynamisme et nous savons qu'on a besoin de beaucoup d'investissements pour ce faire, pour pouvoir continuer dans cette dynamique. On a besoin d'investissements parce que les gens n'ont toujours pas accès aux services. 600 millions d'Africains n'ont pas accès à 500 millions d'Africains n'ont pas accès à l'électricité. Il y a des milliers de kilomètres de voies qui ne sont pas pavées. Nous devons investir dans les infrastructures, dans les routes, dans l'adaptation climatique. Nous avons un programme extrêmement important et nous savons que le secteur public ne peut pas le faire tout seul. C'est le changement de mentalité nécessaire le président Sall parlait de changement de paradigme, de ce qui s'est passé il y a ça 2 ans. Nous avons compris que nous avons besoin du secteur privé pour investir avec nous, mais le secteur privé peut le faire. Le secteur privé fait partie des solutions du développement. Et la façon d'aller vers cette dynamique, c'était de travailler un peu avec le groupe de la Banque mondiale. On s'est demandé, est-ce qu'il y a un problème qui peut être résolu par le secteur privé plutôt que le fait de recourir aux fonds publics. Et donc, on s'est demandé est-ce que le secteur privé peut le faire. Et lorsque le secteur privé ne peut pas le faire, que faut-il faire pour favoriser cela? En fait, il y a des changements en matière de politique. Par exemple, durant une récente réunion avec des investisseurs à Abidjan, en fait, un message important qui est ressorti, c'est les marchés doivent être plus forts, ils doivent mieux s'intégrer, alors que c'est les politiques qui peuvent favoriser cela afin de pouvoir avoir un impact dans les investissements. Et effectivement, il y a un besoin de changement par rapport à certaines politiques. Les institutions doivent être fortes. La gouvernance des institutions est extrêmement importante, mais aussi la gouvernance du secteur privé. Et nous devons traiter la question des risques. En particulier, la plupart du temps, c'est des perceptions par rapport au risque. Et la plupart des secteurs privés n'ont pas pu suivre les changements. Lorsqu'on regarde les données en ce qui concerne nos investissements, les investissements dans les infrastructures du secteur privé en Afrique durant les 20 années passées
on se rend compte que le taux n'a pas été plus important que dans les pays avancés. Et ça, c'est l'élément majeur qui est oublié en ce qui concerne le secteur privé. Et donc, les risques ne sont pas aussi importants qu'on les voit, mais les perceptions sont très fortes et nous devons traiter ces questions. Le groupe de la Banque mondiale, AFC et la BAD, nous avons mis en place des instruments qui permettent au secteur privé de dérisquer les investissements. Et ces instruments sont en train d'être maintenus. Donc, par exemple, des investissements récents au Cameroun de l'ordre de 1,8 milliard de dollars ont été investis et ça vient du secteur privé. Cela demande permet au secteur privé de pouvoir jouer son rôle. En fait, le fait aussi de pouvoir recourir à certains types de financement dans la zone BOM permet aussi de pouvoir faciliter l'accès à certains financements au sein de la zone UEMOA. Le groupe de la Banque mondiale a travaillé à l'accès au marché des capitaux afin de financer les logements. Cela demande beaucoup de travail dans le cadre réglementaire. Je voudrais juste terminer en disant que ce n'est pas une question de public ou privé. Je pense que nous sommes assez pragmatiques pour comprendre que au sein du public et du privé, nous devons travailler ensemble. Ils sont complémentaires et nous avons vu de très bons exemples en Afrique. Je vous remercie. Pour conclure ce panel, je vais passer la parole au Premier ministre Mohamed qui éventuellement peut nous dire quelques mots par rapport à l'inclusivité. Eu égard à l'exemple de la Malaisie, je voudrais attirer notre attention sur le fait pour les pays qui se développent rapidement. Par exemple, en mois on a pu penser que le gouvernement japonais et le secteur privé ont pu travailler convenablement. En fait, certains ont pu penser qu'on ne doit pas travailler de la sorte. Et lorsque la Malaisie a commencé à croître, nous avons regardé les modèles. Et parmi les modèles qu'on a pu comprendre et regarder, on a pu comprendre qu'au Japon, le gouvernement travaillait en étroite collaboration avec le secteur privé. Est-ce qu'ils ont eu tort? Nous avons analyser leur processus, on se rend compte qu'ils n'ont pas tort. Les gouvernements doivent travailler avec les secteurs privés afin de pouvoir aider ces secteurs privés à réussir de sorte que ces secteurs privés puissent générer de l'argent parce qu'une portion de ce profit irait au gouvernement. 50% of the profit made by the private sector is taken by the government as corporate tax. So when we help them, we are actually helping ourselves. Of course, now we have reduced from 40% to 24%, I think now, because the private sector has grown because of this very friendly policy of the government, helping the private sector all the time. In any case, government is incapable of creating wealth. Government just cannot create wealth because it has to involve in some activity which would be commercial, not governance. So if the government wants to create wealth, it must start some business or other. Even if the ground is full of gold, the government must dig for the gold, and that is a business function. And government is never good at business because government do not think about making profits for itself, because the profits are meant to be given to the people. So government invariably fail whenever they take over the private sector's business. And we saw this about the belief that if government takes over all the business of the private sector, then they would get 100% of the profit. But as it turned out, when they took over all these businesses, they do not make any profit because, of course, they must pay their workers much more, they must be fair to everybody, and they have to reduce their prices,
and they make less profit. And with less profit, government revenue will come down. And without government revenue, you cannot develop infrastructure, as pointed out just now. Infrastructure is very important. Without infrastructure, you really cannot do good business. So government needs money. It is far better if the government allows the private sector to do business, to create jobs for people, to make money for themselves, and to make bigger profits, because a percentage of that profit belongs to the government. We are not helping them for nothing. We are helping them so that they can help us with their profit. Prime Minister Mahathir. Thank you. Or do you want to just finish one sentence, if you can? Go ahead. Well, I think it is quite clear that antagonism between government and private sector is not something that will have a country or a government. Cooperation with the private sector or the Malaysia Incorporated concept helps the whole country to develop very, very fast. Thank you. Merci beaucoup. Merci à tous nos panélistes. Je vais vous inviter maintenant à quitter. Je vous remercie tous pour cette deuxième session. Maintenant, on va passer donc au troisième panel. J'essaie. Merci beaucoup. C'est ça. Je vais à présent appeler nos prochains panélistes pour la troisième et dernière session de cette session de haut niveau. Je vais appeler donc sur scène à me rejoindre et à rejoindre le Premier ministre de la Malaisie, Monsieur Lee Ju-yong, vice-président de l'Assemblée nationale de Corée, que je vous invite à applaudir bien fort, s'il vous plaît. Est-ce que Monsieur Lee Ju-yong est là? Alors. Hi.